Monsieur Delesquin, bonjour. Cher monsieur, bonjour. Alors, monsieur Delesquin, donc nous sommes ici au Club de l'Horloge, dont vous êtes l'un des présidents. Carrefour de l'Horloge. Le Carrefour de l'Horloge. Depuis 2015, nous avons changé de nom sans changer de nature. D'accord. C'est toujours CDH, Oui. Mais ce n'est plus Club de l'Horloge, mais Carrefour de l'Horloge. Et nous sommes aujourd'hui le jeudi 23 avril, Tout à fait. en Et, confinement, période voilà. de confinement, Jour 35 ou 36 d'ailleurs. depuis le 17 mars. Voilà, c'est ça. Vous étiez aussi une des grandes figures de Radio Courtoisie. Ah bah, j'étais le président. Ouais. J'ai succédé au fondateur Jean Ferret et à Serge de Beketch, le cofondateur, en 2006, à la mort de Jean Ferret, et j'ai dirigé Radio Courtoisie pendant 11 ans. Et je peux dire, non seulement je l'ai dirigé, mais je l'ai sauvé. Parce qu'en 2006, elle était dans un triste état. Et j'en suis parti à la suite d'un putsch, d'un complot minable, qui d'ailleurs n'est pas forcément assuré de son succès, puisque nous sommes toujours en procès, et qu'il est possible donc que la justice me permette de reprendre mes fonctions, ce que je ferai par devoir, parce que en fait, c'est une contrainte énorme, énorme. J'étais entièrement bénévole, je n'ai jamais touché un maravédi de Radio Courtoisie. Alors, monsieur Delesquin, comment peut-on vous définir politiquement? Vous considérez-vous comme un homme de droite et qu'est-ce que selon vous la droite? Alors je suis national-libéral, anticosmopolite, démocrate et républicain, de droite modérée. De droite modérée, mais j'ajoute tout de suite que je proclame, comme tant d'autres, mais pas assez, pas d'ennemis à droite. Autrement dit, je ne suis pas d'extrême droite, je suis de droite modérée. Je suis par principe pour l'union de la droite, du centre droit à l'extrême droite, et je ne jette pas l'anathème sur l'extrême droite en général et les royalistes en particulier, pour lesquels j'ai beaucoup de sympathie, comme vous le savez. Bon. Sans être moi-même ni royaliste ni extrême droite. Donc, voilà la définition politique. Alors, la droite a-t-elle un sens? Oui, ça a un sens. Nous avons consacré au Carrefour de l'Horloge des livres entiers à étudier cette question. J'observe avec un manque de modestie qui, j'espère, ne me caractérise pas, que les gens qui parlent de la droite et de la gauche, en général, ne savent pas ce que c'est. Tout simplement. Les gens qui vous disent que le clivage droite-gauche a disparu ne savent pas ce que c'est que le clivage droite-gauche. Qu'est-ce que la gauche? Et qu'est-ce que la droite? Ce n'est pas si compliqué à définir, et nous l'avons fait dans des ouvrages du Club de l'Horloge. En particulier dans un ouvrage mal nommé qui s'appelle toujours Droite-gauche, un clivage dépassé avec un point d'interrogation, mais comme le point d'interrogation ne s'entend pas à l'oral, et que nous disons qu'il n'est pas dépassé, le titre, quand on le prononce à l'oral, évidemment, est un peu ambigu, ou plutôt a l'air de dire le contraire de ce que nous pensons. Donc qu'est-ce que la gauche? Définition. La gauche est l'expression idéologique de l'utopie égalitaire. Qu'au commencement, il y a l'utopie égalitaire. Qu'est-ce que l'utopie égalitaire? Vous me direz, l'utopie égalitaire, c'est une aspiration morale ou intellectuelle fondée sur la confusion entre égalité et justice, ou entre inégalité et injustice. Donc l'utopie égalitaire, c'est le rêve d'une société sans inégalité. Ce qui est évidemment strictement impossible, c'est donc une utopie. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, je mets tout de suite l'accent sur ce fait, trop ignoré, c'est qu'il y a deux façons de concevoir l'utopie, ce qui se voit dans les récits utopiques, et ensuite dans les théories politiques comme celles de Marx, Fourier et consorts. Encore une fois, comme la société sans inégalité est impossible à concevoir, les conceptions utopiques définissent une forme d'inégalité qu'ils assimilent à une égalité, de manière artificielle et contradictoire. Alors donc, premier pôle de l'utopie égalitaire, la caserne, l'idéal de la caserne, c'est l'utopie de Thomas More, et en fait c'est le projet communiste, le projet marxiste. Le Gosplan. Oui. J'allais dire, c'est le confinement. C'est le confinement. C'est vraiment le confinement, c'est-à-dire que nous sommes privés de la liberté d'aller et de venir,
par un pouvoir despotique, plutôt tyrannique, je devrais dire, le petit Macron, cet histrion, a tout à coup décidé de nous interdire de sortir de chez nous. Bon. Ça, c'est typiquement une expression du collectivisme ou du socialisme ou de l'étatisme qui impose l'autorité de l'État sur tous les citoyens en les privant de liberté. Donc, l'idéal de la caserne, où l'inégalité hiérarchique est considérée comme acceptable puisqu'elle est purement hiérarchique et instituée par l'État. L'autre pôle de l'utopie égalitaire, donc de la gauche, c'est le carnaval. Le carnaval qui d'ailleurs est une expression de l'utopie du retour à la nature. Il y aurait à l'origine des temps une société, une absence de société, disait Rousseau. L'individu est libre. C'est le mythe du bon sauvage. Le mythe du bon sauvage qui alimente cette utopie, ou ce pôle de l'utopie qui est le carnaval. Il n'y a ni loi, ni morale, ni rien. Ni famille, bien sûr. Absence de normes. Mouvement brownien. Le carnaval. Carnaval qui, comme vous le savez, chers amis, du cercle Richelieu, et des sympathisants du cercle Richelieu. Et cette expression refoulée du retour à la nature, une nature inventée, bien sûr, qui n'a jamais existé. Vous savez, la nature animale ou humaine, c'est les griffes et des dents, hein, ce n'est pas le gentil carnaval. Mais le carnaval, c'est la libération dans une société où les liens sont toujours très forts. Pour une société ne peut tenir que s'il y a des liens très forts, des contraintes fortes, et pas seulement en période de confinement. Et pendant 24 heures ou 48 heures, la société explose. C'est l'inversion des valeurs d'ailleurs. Quand j'étais petit, quand je suis entré à Ginette puis à l'école polytechnique, il y avait, à Ginette en tout cas, le bizutage, et qui durait une semaine, et à la fin il y avait une période, enfin un jour plutôt, qu'on appelait l'inversion. À ce moment-là, c'était les bisous qui bisutaient les anciens. Vous voyez, c'était un peu le carnaval. Voilà les deux formes de l'utopie égalitaire, et ces deux formes, sur le plan idéologique, sont le collectivisme proprement dit, socialiste si vous préférez, dont le marxisme est la forme qui, non pas la plus élaborée peut-être, après tout Proudhon était plus intelligent que Marx, mais celle qui a eu le plus de succès politique, avec toutes les conséquences mortifères que vous savez. Puis l'autre forme qui est méconnue, c'est le cosmopolitisme. Alors le cosmopolitisme, c'est une notion fondamentale, que les gens ne connaissent pas ou qui n'osent pas désigner, alors que c'est devenu une idéologie dominante. Mai 68 a marqué, en France et dans le monde, le basculement de la gauche, du marxisme, donc du socialisme, premier pôle de l'utopie égalitaire, au cosmopolitisme. Alors le cosmopolitisme, c'est une doctrine politique, philosophique et idéologique qui a été inventée par l'école cynique venant de chiens, ils voulaient vivre comme des chiens, oui, l'idéal philosophique élevé. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, Athènes est le grand philosophe, il n'était pas grand au sens, l'important philosophe, c'était Diogène le cynique. Diogène le cynique, celui qui vivait dans un tonneau, qui se masturbait en public, excusez-moi d'être trivial, pour vous montrer, il disait mais je vais faire en public ce que vous faites en privé. Ce qui montre très bien le sens du cosmopolitisme, c'est-à-dire la suppression des frontières, non seulement des frontières extérieures, mais des frontières intérieures. Je m'explique. Cosmopolite est un mot grec qui veut dire citoyen du monde, qui vient lui-même des deux mots grecs, cosmos le monde, et polites le citoyen. Or, d'emblée, on voit que cette philosophie, cette idéologie, est inauthentique, c'est-à-dire mensongère intrinsèquement. Parce qu'il n'y a pas de citoyen sans cité. Et il n'y a pas de cité sans frontières. Le monde n'ayant pas de frontières, on ne peut pas être citoyen du monde. Donc celui qui se dit citoyen du monde, en fait, est un menteur, un imposteur, qui par subreption veut vous faire croire qu'il est citoyen d'une plus grande entité, plus noble que la vôtre,
cité, de la nation, qui en fait récuse l'appartenance à la cité. Et alors, le cosmopolite, donc le citoyen du monde, récuse non seulement donc, les frontières extérieures et physiques entre la cité ou la nation d'une part, le reste du monde d'autre part, mais il récuse aussi les frontières intérieures qui font tenir la société, entre le bien et le mal, le vrai et le faux, le beau et le laid, le vice et la vertu, le privé et le public, d'où la transparence, la famille et la non-famille, etc. Oui, etc. Donc il détruit les valeurs, il nie les valeurs. Ce n'est pas un véritable universalisme, parce qu'il nie les valeurs. Il nie les valeurs, ses jugements de valeurs sont fondés sur le rejet des valeurs. C'est absolument paradoxal. Donc le cosmopolitisme, idéologie cosmopolite ou cosmopolitique, l'adjectif a été forgé au XVIIIe siècle lorsqu'on a traduit le livre vraiment exécrable à tout point de vue, y compris au point de vue philosophique d'Emmanuel Kant, qui s'appelle « Idée d'une histoire universelle au point de vue cosmopolitique ». Alors on a inventé l'adjectif cosmopolite cosmopolitique, parce qu'à l'époque, cosmopolite était uniquement un substantif. Et donc, j'aime bien parler aussi d'idéologie cosmopolitique, ça fait plus savant, mais surtout, ça me permet d'utiliser ensuite le terme cosmopolitiquement correct, qui précise l'expression politiquement correcte. Car en fait, ce qui est politiquement correct, c'est ce qui est cosmopolitiquement correct, c'est-à-dire ce qui ne va pas dans le sens du cosmopolitisme, de l'idéologie cosmopolitique. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces deux pôles de la gauche, le socialisme d'une part, le marxisme en particulier, le cosmopolitisme d'autre part, l'idéologie cosmopolitique, sont antagonistes, sont deux pôles antagonistes. Alors les gens qui vous disent que le clivage droite-gauche est dépassé ne comprennent pas qu'il n'est pas dépassé, il est déplacé. Autrefois, le communisme dominait le monde, donc le marxisme, et donc c'était principalement le libéralisme, économique ou autre, la défense des libertés individuelles, qui était opposé au marxisme. Mais aujourd'hui, comme l'idéologie dominante mondiale depuis les années 70, après mai 68, est devenue le cosmopolitisme, c'est le nationalisme ou le populisme qui s'oppose au cosmopolitisme. Donc ça n'est pas que le clivage droite-gauche a disparu, c'est que, disons, le point d'ancrage de cette opposition n'est pas le même. Vous voyez. C'est plus l'identité qui est en cause que la liberté. Vous voyez. Mais il n'a absolument pas disparu. Et aujourd'hui d'ailleurs, il faut le dire avec force, je renvoie d'ailleurs les sympathisants de l'excellent Cercle Richelieu, visitez aussi mes chaînes YouTube et mon site lesquin.fr, lesquen.fr. Ils verront, le premier article dans la rubrique analyse s'appelle « Analyse du système politique actuel ». Bon. Et ils verront que la superclasse mondiale, qui est un phénomène nouveau depuis les années 1980, qui domine le monde, est représentée dans chaque pays par une oligarchie cosmopolite. Alors, il est important, j'insiste sur ce point, d'avoir le bon vocabulaire. Et je m'échine à expliquer aux gens de droite qu'il faut désigner le cosmopolitisme par son nom. Et il n'y a pas d'équivalent. Non seulement le terme de cosmopolitisme est enraciné dans l'histoire, dans toute une tradition philosophique, et employé par nos ennemis avec plus ou moins de discrétion, mais il n'y a pas d'équivalent. Les gens vous parlent de mondialisme, et le mondialisme, c'est au mieux la moitié du cosmopolitisme, son volet extérieur. Le libre-échangisme, la supranationalité, l'immigrationnisme. Mais le mondialisme ne contient pas le féminisme, l'art dégénéré ou l'art dégénéré qu'on appelle art contemporain, la pornographie, l'avortement, voilà, tout cela échappe à la notion de mondialisme. Alors que le cosmopolitisme inclut le mondialisme. On vous parle de progressisme, ce qui serait un synonyme, sauf que c'est un terme de propagande, parce que si on dit progressisme, on pense au progrès. On pense que ces gens-là sont pour le progrès. Or, le cosmopolitisme, c'est une régression en réalité. C'est implicitement, l'idée sous-jacente, c'est la régression à l'état de nature, ce n'est pas le progrès. Comme disait Voltaire de Rousseau, Voltaire qui était cosmopolite, d'ailleurs à Rousseau qui l'était moins, mais qui l'avait été au début de ses écrits, il veut nous faire marcher à quatre pattes. Oui.
il voudrait que nous marchions à 4 mètres. Donc la droite existe, et en fait je vous ai parlé de la gauche, je n'ai pas encore parlé de la droite. Mais il fallait le faire. Alors, bizarrement, la droite n'a pas d'autre existence que par rapport à la gauche. Pour une bonne raison. C'est qu'en fait, la gauche est une maladie mentale de la pensée politique, alors qu'il y a une affinité de façon d'être... Enfin, une affinité, de très nombreuses façons d'être de droite. On est de droite quand on rejette la gauche. On est de droite quand on rejette la gauche. Et par conséquent, la droite n'a en réalité aucune unité consubstantielle. Elle a une unité dans l'action, contre la gauche. Elle peut trouver cette unité parce qu'elle rejette la gauche. Donc la plupart des gens qui vous parlent de clivage droite-gauche fabriquent une espèce de symétrie, qui prouve qu'ils n'ont rien compris au sujet, avec tout le respect que je leur dois. Il n'y a pas de symétrie. La gauche existe, utopie égalitaire, fondée sur l'utopie égalitaire, avec ses deux pôles antagonistes, socialisme et cosmopolitisme. Mais le clivage droite-gauche, lui, n'a pas toujours existé. Parce que la gauche, qui ne portait pas encore son nom, puisqu'on l'a désigné ainsi en 1789, mais qui existait déjà de façon embryonnaire, était marginale. On ne peut pas projeter le clivage droite-gauche sur l'opposition entre les Armagnacs et les Bourguignons, c'est ridicule. Bien sûr que non. Bien sûr que non. En fait, le clivage droite-gauche n'existe en Occident, en France et dans le monde que depuis cette période cruciale que Paul Hazard, H-A-Z-A-R-D, Paul Hazard, dans un grand livre qui date, je crois, de 1935, qui s'appelle « La crise de la conscience européenne » et qui a daté des années 1680-1715. Voilà, c'est cette période-là qui marque l'apparition véritable du clivage droite-gauche, qui a été nommé un siècle après. Paul Hazard, pour résumer sa pensée, dit en 1680, les Français pensaient comme Bossuet, en 1715, ils pensaient comme Voltaire, qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc c'est dans cette période extrêmement concentrée, un bouillonnement d'idées, que le clivage droite-gauche est apparu, et que la gauche l'a emporté pour 3 siècles dans le domaine intellectuel. Et moi, mon vœu, mon souhait, mon combat, c'est de faire que les erreurs stratégiques de la droite qui durent depuis 3 siècles ne durent plus. Et je pourrais, bien que ce ne soit pas, je crois, dans votre questionnaire, parler des erreurs stratégiques multiples que la droite a commises depuis 3 siècles, qui expliquent le succès de la gauche, sous toutes ses formes, avec des degrés divers, et les échecs de la droite. Alors, monsieur Delesclin, vous venez de nous définir ce qu'était donc la droite et la gauche. Pourquoi vous êtes de droite et pas de gauche? Et êtes-vous maintenant ce qu'on appelle un membre de la dissidence? Alors, la fameuse dissidence. Bah écoutez, je pense que non seulement je suis un membre de la fameuse dissidence, mais que beaucoup de gens qui sont dans la prétendue dissidence ne sont pas de vrais dissidents. Hein. D'abord, un dissident qui ne dénonce pas le cosmopolitisme n'est pas un dissident. C'est un candole. Ça risque de devenir un candole. Un dissident qui ne parle pas de la race parce qu'il n'ose pas en parler, alors que la question raciale est aujourd'hui centrale, n'est pas un véritable dissident. Un dissident qui veut se faire bien voir des gens d'en face, donc des cosmopolites, n'est pas un véritable dissident. La plupart des gens qui se baptisent dissidents ne le sont pas réellement. Moi, je le suis réellement. Je le cherche absolument. Alors, le point central, et je serai rapide, le point central, si vous voulez. On est un vrai dissident quand on pense que les gens d'en face, les cosmopolites, sont des ennemis et pas des adversaires. Avec un adversaire, on peut trouver un terrain d'entente, on peut trouver, comme dans un jeu, quand on joue aux cartes avec quelqu'un, c'est un adversaire, vous n'êtes pas un ennemi, vous trouvez un terrain d'entente, on peut fixer des règles du jeu. Les cosmopolites sont des ennemis, non seulement des dissidents, qui s'opposent à eux, mais de la patrie. Ces gens-là ont le projet de détruire la patrie. Ce que rejette le cosmopolite, ce n'est pas simplement les frontières. Ce ne sont pas simplement les frontières, c'est la patrie elle-même. C'est notre identité, c'est notre tradition, c'est tout ce qui fait que nous sommes nous-mêmes. Ces gens-là sont des ennemis, il n'y a aucune conciliation possible avec eux, sauf évidemment à les convertir pour qu'ils abandonnent le cosmopolitisme. Mais il faut refuser toute conciliation, considérer que ce sont des ennemis irréductibles. C'est vous dire que la notion d'union sacrée avec l'archi-cosmopolite Emmanuel Macron, fondé de pouvoir de l'oligarchie cosmopolite,
membre de la supercaste mondiale, me paraît inacceptable, intolérable et insupportable. Alors, vous parlez à juste titre d'Emmanuel Macron. Vous qui êtes un ancien donc, étudiant de l'école polytechnique et aussi de l'ENA, vous êtes donc passé par deux des écoles les plus prestigieuses de la République. Quelles leçons en avez-vous tirées sur les élites qui nous gouvernent et surtout leur formation? Alors écoutez, pour faire simple, je pense qu'il faut supprimer l'ENA et garder l'école polytechnique et lui garder ses traditions. L'école polytechnique, qui a été fondée officiellement à la Révolution, en fait, vient de Louis XV. C'est Louis XV qui a fondé l'école de Mézières, Charleville de Mézières. Et donc, les grandes écoles sont une invention de Louis XV, qui a ensuite été développée par les générations suivantes. Et cette particularité française, il faut la conserver. Ça fait partie de l'excellence française. Vous me parlez tout à l'heure, je crois, de Charles Gave, qui s'en prend beaucoup aux diplômés. Je lui signalerai quand même à Charles Gave que, bien que le critère de la fortune ne soit pas, à mes yeux, le critère essentiel de la valeur humaine, l'homme le plus riche de France et l'un des 3 hommes les plus riches du monde s'appelle Bernard Arnault. D'ailleurs, entre parenthèses, parfaitement cosmopolite. Hein. Mais il a fait Polytechnique. Ce qui prouve qu'on peut réussir dans les affaires en ayant fait de bonnes études. Bon. Alors, l'école polytechnique est une école d'excellence, et donc il faut lui conserver absolument son prestige, ne pas l'affaiblir, l'affadir, la normaliser, en faire une espèce d'université américaine. Et là, elle est en danger, il faut le savoir. Hein. Quant à l'ENA, franchement, on n'y apprend rien d'utile. C'est une école destinée à sélectionner les membres d'une caste technocratique, qui suit les modes idéologiques et qui est devenu fondamentalement maintenant antinational. Hein. Et vous voyez d'ailleurs, c'est quand même l'ENA qui nous a donné Giscard, Chirac, Juppé, et puis Macron, et Hollande. Donc vous voyez, franchement, non. Hein. Il faut supprimer l'ENA et revenir à l'ancien système. Je crois beaucoup à la question des concours. Hein. Et au passage, bien que ce ne soit pas dans votre question, je trouve que le contrôle continu pour le bac est un scandale absolu. Hein. Moi, je n'aurais sans doute payé mon bac avec le contrôle continu, parce que je ne faisais rien pendant l'année. Je faisais charrette, comme disent les étudiants en Beaux-Arts, un mois avant l'examen. Et j'ai quand même eu, en 1965, mon bac avec mention bien. Bon. Mais en travaillant... C'était pas le même bac en plus. C'était légèrement plus difficile. Et avec 18,5 en maths et 19 en physique. Bon. Mais j'ai travaillé le mois précédent. Il faut laisser les gens fonctionner à leur rythme. Il y a des gens qui ont besoin de faire charrette, qui n'aiment pas. Donc cette histoire de contrôle continu qui donne l'arbitrage. Vous n'êtes pas républicain peut-être, mais le concours n'a pas été inventé par l'école, par la Révolution, ou par le régime amonarchique. Les concours existaient du temps de Louis XV, Louis XVI. Bon. Alors, le concours, ça permet l'égalité. Et ça oblige les gens à bosser. Ça permet que les meilleurs sortent. Voilà. Et dans des conditions objectives. Hein. Et s'ils sont bien faits, s'il n'y a pas de tricherie, s'il n'y a pas de favoritisme à l'oral, c'est vraiment ce qu'on fait de mieux. Donc il faut conserver le concours, conserver les grandes écoles et supprimer l'ENA. Voilà. Alors, pourquoi faire le choix du libéralisme comme principale doctrine à laquelle vous vous rattachez? Objection, votre honneur, comme disent les Américains. Le libéralisme n'est pas la principale doctrine, je dis le national-libéralisme. Donc ma principale doctrine, c'est le nationalisme, et pas le libéralisme. En fait, j'ai expliqué ça dans un des livres du Carrefour de l'Horloge, le livre sur l'identité de la France. Je soutiens pour ma part qu'il y a une conjonction entre le vrai libéralisme et le vrai nationalisme. Pourquoi? On peut partir des deux bouts. Prenez le nationalisme. Qu'est-ce que la nation? Alors je donne une définition de la nation, en prétendant, vous connaissez ma modestie proverbiale, améliorer la définition qu'en donne Renan, et ma définition à moi, qui me paraît, qui n'est pas une définition arbitraire, qui est fondée sur une analyse inductive des nations qui existent réellement, qui ont existé depuis plusieurs siècles. Une nation, définition de la nation. Une nation est une communauté de destin historique constituée autour d'une ethnie prépondérante
sur un territoire continu. Fin de définition. Je répète, une nation est une communauté de destin historique constituée autour d'une ethnie prépondérante sur un territoire continu. Alors la nation, qui comme l'expression très juste le dit, c'est les vivants, le 3, les morts et ceux qui vont naître. Donc la nation, ce n'est pas l'État. Ce sont les socialistes de la CGT qui ont parlé de nationalisation. Faire passer une entreprise privée dans le secteur public, ce n'est pas la nationaliser, au sens étymologique du terme. C'est l'étatiser ou la socialiser. Ce qui est nationalisé, ce qui serait nationalisé une entreprise, c'est de faire passer des mains d'un étranger aux mains d'un Français. Ça, c'est ça la vraie nationalisation. La nation n'est pas l'État. Ou plutôt, pardon, l'État n'est pas la nation. L'État est un instrument au service de la nation. La nation est formée des morts, des vivants et de ceux qui vont naître, mais donc d'abord des vivants qui représentent les morts et qui représentent aussi ceux qui vont naître. Donc la nation, l'État étant l'instrument au service de la nation, il est au service des individus qui composent le peuple d'aujourd'hui, seul représentant de la nation. Donc, la logique du vrai nationalisme, c'est de se reposer sur les hommes de chair et de sang, sur leurs sentiments, sur leurs volitions, sur leurs aspirations, sur leurs inclinations. Donc il y a une logique du nationalisme qui va vers la liberté individuelle. Réciproquement. Ça, je réponds ça aux libéraux utopiques, qui sont souvent des libéraux cosmopolites. Le libéralisme théorique est fondé sur la liberté individuelle. Très bien. Mais comment se conçoit cette liberté individuelle? D'abord, on pourrait l'analyser historiquement. Historiquement, vous savez que la liberté individuelle, elle ne vient pas des Romains. C'est le droit que nous connaissons, avec toutes ces élaborations postérieures, c'est le droit romain mélangé, ou plutôt transformé par les traditions germaniques et celtiques, surtout germaniques d'ailleurs, puisque ce sont les Francs, peuples germaniques, qui ont dominé la France pendant plusieurs siècles avant de se fusionner avec les autres segments de la population française. Alors on parle beaucoup de la Grande Charte en Angleterre, etc., mais les libertés individuelles, qu'on appelle droits de l'homme dans une version juste naturaliste du XVIIIe siècle, mais qu'il faut appeler liberté fondamentale, dont la liberté d'aller et de venir, dont nous sommes privés par ce salopard de Macron, avec le confinement général de la population, sont enracinés dans une tradition germanique, la liberté individuelle. Je vous conseille de lire le monument littéraire qui est fondateur de la nation française au XIe siècle, la chanson de Roland. Vous verrez que pour condamner à mort Ganelon, il faut lire la chanson de Roland jusqu'au bout. Pour condamner à mort Ganelon, bien finalement, on est dans la procédure accusatoire, etc. Donc il y a vraiment des libertés. Alors évidemment, c'était des libertés qui étaient légèrement réduites, plutôt aux élites que la masse du peuple. Mais voilà. Donc les libertés individuelles n'ont pas été inventées par les philosophes, elles naissent de la tradition. Bon. Ensuite, quel est cet individu auquel on va donner la liberté, selon la philosophie libérale, que j'accepte dans son principe? Eh bien, c'est un être de chair et de sang. L'existentialisme est une mystification philosophique. Il repose, comme vous le savez, sur la formule de Sartre, l'existence précède l'essence. Ben non, l'existence et l'essence naissent en même temps. Nous sommes d'abord ce que nous sommes, en vertu de notre patrimoine génétique, c'est-à-dire de nos 3 milliards de bases d'ADN qui se sont constituées lors de la fécondation de l'œuf par le spermatozoïde. C'est-à-dire pour cela qu'il faut être contre l'avortement, notamment. Parce que biologiquement comme spirituellement, si on est chrétien, l'être humain est constitué dès la conception. Pas à la naissance, mais à la conception. Donc l'avortement est la mise à mort d'un enfant innocent. C'est un meurtre, c'est pire qu'un meurtre, c'est un assassinat d'un enfant innocent, décidé par sa propre mère.
Donc notre identité n'est pas fabriquée de l'extérieur. Nous ne sommes pas une table rase nous-mêmes. Et donc, c'est seulement dans le cadre de la nation que l'individu peut s'épanouir, dans le cadre de la nation, dans le cadre d'une communauté culturelle, et lorsqu'on est assis sur des traditions. Comme a dit Arnold Gehlen, qui est l'un de mes maîtres à penser, l'homme est par nature un être de culture. Il a besoin de traditions pour s'épanouir, et donc il est important que ces traditions soient en accord avec le peuple, la constitution biologique du peuple. Voilà pourquoi, à mon avis, le libéralisme et le nationalisme sont faits pour fusionner, ou pour se synthétiser, dans le national-libéralisme. Alors, les nationalistes étatistes, qui sont de mauvais nationalistes, ne veulent pas entendre parler de liberté individuelle, ils ont tort. Mais quant aux libéraux utopiques, ils ne comprennent pas qu'en dehors du cadre national, la liberté s'étiole forcément. Alors, justement, vous appliquez donc le nationalisme et le libéralisme, où, selon vous, ils sont faits pour être fusionnés. Voilà. Mais ne craignez-vous pas que ce libéralisme économique, notamment, puisse conduire indirectement au libéralisme sociétal auquel se réfèrent les cosmopolites et qui donne des conséquences comme le mariage pour tous, la théorie du genre, ces choses-là? Ah bah, il y a un libéralisme. Alors, vous savez, il faut répéter, alors là je cite un autre de mes maîtres à penser qui est Vilfredo Pareto, qui répétait « Les mots sont des étiquettes pour désigner les choses ». Bon. Et donc, le mot libéralisme peut être employé dans des sens différents. Moi, je l'emploie dans le sens de l'école du libéralisme, qui elle-même d'ailleurs est multiple, hein, mais qui est fondée sur des grands penseurs comme John Locke, que je n'aime pas, Edmund Burke, que j'aime beaucoup, et aussi Mises, Hayek, etc. Si l'on considère que le seul critère est celui de la liberté individuelle, alors effectivement, on peut mettre en pièces toutes les traditions. Et je crois que le bon libéralisme, parmi cet ensemble multiforme qu'on appelle le courant libéral, c'est celui de Hayek, fondé sur d'ailleurs la tradition qui remonte à Burke, Edmund Burke, qui explique pourquoi l'ordre social est nécessairement fondé sur les traditions, avec l'opposition entre taxis et nomos. Taxis et cosmos, pardon. Dans le vocabulaire de Hayek, c'est-à-dire l'ordre organisé et l'ordre spontané, né des traditions. Et il explique très bien, notamment dans le droit, législation et liberté, qu'il n'y a pas de véritable liberté possible en dehors d'un ordre social qui est fondé sur la tradition. Voilà, donc le mauvais libéralisme aboutit aux effets que vous dites, et il aboutit à une dérive illimitée. D'ailleurs, vous savez que le mot libéralisme en anglais, c'est liberalism, qui s'écrit pareil, qui a la même origine, et qu'aux États-Unis, le libéralisme est synonyme quasiment de socialisme. Oui, les mots sont piégés. Alors les crétins de journalistes, quand ils traduisent sans savoir ce qu'on appelle en cours d'anglais du secondaire un faux ami, ils mettent libéral, ils mettent Clinton est un libéral, alors qu'en fait ça veut dire un progressiste. Ou bien ils disent non, Sanders est un libéral, non, c'est pas un libéral, c'est un antilibéral, c'est un socialiste. Il l'admet lui-même. Lui dit c'est, mais beaucoup d'autres ne mettent pas le mot socialiste, alors qu'en fait ils sont socialistes. Ou en tout cas ils sont progressistes dans le sens cosmopolite. En tout cas ils ne sont pas libéraux au sens où je l'entends. Alors le Parti national présentera-t-il un candidat, probablement vous, aux prochaines élections présidentielles de 2022? Alors le Parti national libéral, PNL, je vous invite d'ailleurs à nous suivre sur les deux sites internet que sont natlib.fr et lesquin.fr, natlib.fr et lesquen.fr, pour voir quelles sont nos idées. Donc nous sommes, comme le nom l'indique, nationaux libéraux. Et comme vous le savez, notre programme se résume en une devise. Nous avons amélioré la devise républicaine. La devise républicaine qui a été adoptée sous la Troisième République maçonnique est héritée de celle du Grand Orient de France. Liberté, égalité et fraternité.
Alors, bon, tout dépend du sens qu'on met au mot, liberté, égalité, fraternité, donc nous l'avons précisé. Et donc notre devise, qui devrait être celle de la République, si nous prenons le pouvoir, c'est liberté individuelle. C'est égalité civique. Et c'est fraternité raciale. Alors, vous voyez, liberté individuelle, liberté individuelle, égalité civique, fraternité raciale, ça change la portée qu'on peut donner, si on est de gauche, à cette devise. Alors, oui, le PNL va peut-être présenter un candidat. S'il présente un candidat, si je suis encore vivant à cette date-là, ce que j'espère, ce sera moi forcément. Mais ça n'est pas évident, pourquoi? Il y a d'abord une raison matérielle, si je puis dire, c'est qu'il faut réunir 500 signatures, c'est extrêmement difficile. Nous sommes une association principalement virtuelle, c'est-à-dire que virtuelle au sens Internet du terme, c'est-à-dire que nous faisons peu de réunions, nous fonctionnons par Internet. Et quand on veut décrocher des signatures, il faut avoir des centaines de militants qui sont sur le terrain et qui vont voir les maires, les petits maires de province, pour leur extorquer une signature. Enfin, extorquer, c'est un grand mot. Donc c'est très difficile. Deuxièmement, il y a la difficulté, quand on a les médias cosmopolites contre soi, d'avoir un résultat suffisant. En dessous de 3% des voix, on n'est pas remboursé. Alors moi, je n'ai pas les moyens de dépenser 3 millions d'euros. Bon, si vous trouvez un mécène qui est prêt à me donner, à m'avancer 3 millions, enfin à m'avancer, à me fournir 3 millions d'euros, je serais d'accord, mais bon, donc ce sont quand même deux sujets sérieux. Sachant que pour atteindre 3% des voix, il faut avoir accès aux médias. Et les nouvelles règles définies par le CSA sont extrêmement mauvaises, puisqu'elles favorisent des gens qui sont en place, et on donne la portion congrue à ceux qui n'ont pas d'élus. Alors si c'est pour avoir 3 minutes en tout pour toute la campagne à la télévision, en 3 minutes, on peut faire... Alors je ferai passer un message et un seul, la réimmigration. Vous voyez ? Alors en fait, supposons maintenant ces obstacles matériels réglés. Ils sont quand même pas évidents. Hein. Faut-il que je me présente ou non? Mon objectif principal ne serait pas de me faire élire, ce qui paraît assez peu probable, malheureusement, mais de faire battre Macron. Dans l'état actuel des choses, aujourd'hui, donc le 23 avril 2020, il semble possible, probable à l'heure actuelle, mais les choses peuvent changer d'ici 2022, qu'il y ait au second tour une réédition du duel Emmanuel Macron, Marine Le Pen. Bon. Il faut tout faire pour que dans cette hypothèse, Marine Le Pen batte Emmanuel Macron. Alors, bon, le paradoxe, c'est que si je me dis que j'aurais suffisamment de voix pour avoir 3 ou 5% des voix pour avoir un remboursement, est-ce que je risquerais d'empêcher Marine Le Pen d'arriver au second tour? Je ne pense pas. Je pense qu'elle sera suffisamment portée par le mouvement populaire pour être assurée d'aller au second tour. Ce qui fait que, en revanche, si je pensais que je devais l'empêcher d'être au second tour, et que finalement que l'élimination de Marine Le Pen se traduirait par un duel, disons, Macron-Barouin par exemple, alors je préférerais ne pas me présenter et de dire aux gens de voter pour Marine Le Pen dès le premier tour. Vous voyez. Donc vous voyez la difficulté du calcul électoral qu'on peut faire et l'impossibilité que je suis de vous répondre aujourd'hui. Alors, Julien Rochdy, dans une de ses vidéos, a proposé la candidature de Charles Gave, que vous avez cité tantôt, pour unir la droite aux élections de 2022. Qu'en pensez-vous? Alors j'aime beaucoup Charles Gave. Charles Gave est venu devant les JL faire une conférence il y a 1 an environ, dans cette pièce même, au CDH, à Paris. Et j'aime beaucoup. Mais vous savez, Julien Rochdy est un zozo. C'est vraiment un candole judéo-servile, et c'est un crétin qui parle bien. Qui fait croire qu'il est intelligent parce qu'il cite de mémoire des passages de Nietzsche, auxquels il n'a évidemment rien compris. Vous savez qu'il a dit, par exemple, Robert Stoker lui a demandé de parler de Nietzsche,
C'était désopilant et désolant. Le gars, Rushdie dit, mais Nietzsche, pour moi, c'est une paire de lunettes. Et ensuite, un tissu de platitude et de sottise. Rushdie appartient à la catégorie très répandue des crétins qui parlent bien. Ils sont souvent des fats aussi, d'ailleurs. Donc ce qu'il dit n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Vraiment. Vraiment. En plus, je répète, c'est un cordeau judéo-servile qui dénonce l'extrême droite, qui dénonce les antisémites, enfin, on en parle tout le vocabulaire de l'ennemi. Donc ce gars n'a aucun intérêt. Donc il faut vraiment que les gens de droite passent à autre chose. Ils pourraient s'intéresser davantage au PNL, par exemple, c'est quand même plus sérieux. Ou à d'autres, mais pas à Rushdie. Comme il avait trahi ses anciennes convictions affichées, je l'ai surnommé d'ailleurs Julien l'Apostat, entre autres gracieusetés. Donc, encore une fois, bon, si vous voulez vous amuser, vous rigolez, vous pouvez écouter ce qu'il dit, mais ça n'a aucun intérêt. Donc, alors maintenant revenons à Charles Gave. Ce n'est pas l'âge de Charles Gave qui est en cause. Ce n'est même pas le fait qu'il n'ait pas d'organisation politique. C'est qui l'empêche d'être un candidat crédible pour la présidentielle de 2022. C'est d'abord le fait que, vraisemblablement, on ne pourra gagner en 2022 contre Macron que par ce que j'appelle le front anticosmopolite. Non pas une alliance de partis, mais la possibilité pour Marine Le Pen de réussir ce qui a échoué en 2017 et ce qui devait échouer parce que c'était trop tôt, c'est-à-dire obtenir le report des voix, c'est emporté au premier tour pour Mélenchon ou l'équivalent. Le front anticosmopolite contre Macron. Macron, c'est l'incarnation du cosmopolitisme. Donc il y a une possibilité pour une personne qualifiée de droite, et qui est de droite dans la mesure où elle est contre l'immigration, de bénéficier des voix anti-immigration issues de la gauche marxiste. Alors, si l'objectif principal étant de battre Macron, il ne faut pas hésiter à faire une alliance gauche-droite, à dépasser, en l'occurrence, le clivage gauche-droite. Le clivage gauche-droite existe, il n'a pas disparu, mais on peut le dépasser, comme je l'ai expliqué, comme les fascistes, comme plutôt l'opposition du fascisme au marxisme a permis ce dépassement, ou a favorisé ce dépassement entre les deux guerres. Bon, à l'époque, il y avait le front antifasciste contre le front antimarxiste, qui ne correspondait pas à la division du clivage droite-gauche. Il y avait des gens de droite et de gauche dans les deux fronts. Donc évidemment, Charles Gave ne peut pas incarner le front anticosmopolite. C'est un homme qui a fait fortune à Hong Kong dans la spéculation financière. Il n'y a pas de ce métier. Hein. Voilà, bravo, très bien. Et puis il est uniquement libéral, fort peu national. Alors maintenant, supposons que les choses évoluent, en 2022, il y ait la possibilité d'une union de la droite. Pourquoi est-ce qu'actuellement, elle paraît exclue? Parce que tout simplement, on l'a bien vu aux élections européennes de 2019, le macronisme, enfin le mouvement de Macron, a réussi à capter 10% de l'électorat qui venait de la droite. Si bien qu'en prenant le total des listes de droite aux européennes au sens large, hein, y compris les centristes, le centre-droit de l'UDI, on arrive à 40%. En supposant même, ce qui est d'ailleurs utopique puisque Marine Le Pen n'en veut pas et que les LR n'en veulent pas non plus, qu'il y ait une union de la droite, dans l'état actuel des choses, ça ne ferait que 40% des voix. Pas assez pour battre Macron. Donc il me semble qu'actuellement la seule solution, ce soit le front anticosmopolite. Supposons donc que l'union de la droite redevienne crédible, ce qui après tout ce n'est pas impossible, parce que les gens de droite, les gens des beaux quartiers du 16e arrondissement de Paris, par exemple, Neuilly-Auteuil-Passy, qui ont voté pour Macron parce qu'ils le prenaient pour un libéral économique, quand ils vont voir que leurs impôts augmentent, que les dépenses publiques augmentent prodigieusement, que le déficit se creuse, que nous sommes, sur le plan économique, dirigés par un zozo, vont peut-être se détourner de lui, peut-être. Et dans cette hypothèse, on peut imaginer que l'union de la droite retrouve... Bon. Dans cette hypothèse, est-ce que Charles Gave pourrait l'incarner, cette union de la droite? Je dis non, d'abord parce qu'il n'est pas assez national, et ensuite parce qu'il n'a pas assez de sens politique. Vous voyez, il faut avoir un sens politique, il a le sens des affaires, il a gagné beaucoup d'argent, mais l'intelligence des affaires n'est pas l'intelligence politique. En général, les hommes d'affaires qui veulent faire de la politique échouent lamentablement. Donc à mon avis,
malgré son talent personnel, malgré la sympathie qu'il inspire, Charles Gave n'est pas l'homme idoine pour incarner l'opposition à Macron. Il est peut-être l'homme idoine pour financer les actions de Julien Rochely, ça, je ne sais pas. Mais c'est tout. Comment auriez-vous géré la crise du coronavirus à la place d'Emmanuel Macron? Beaucoup mieux. D'accord. Je n'aurais pas fait la folie du confinement. D'abord, je serais parti de la réalité scientifique, tout en me méfiant des mauvais experts. Alors, les meilleurs infectiologues français, le professeur Didier Raoult, bien connu, le professeur Eric Combe, le professeur François Bricaire de l'Académie de médecine, ont dit ce n'est pas plus dangereux qu'une grippe. François Bricaire, dans le Figaro Magazine du 14 mars, donc la veille des élections municipales et 2 jours avant le discours de Macron annonçant le confinement, a dit « c'est une grippe carabinée ». Grippe carabinée. Et selon toute vraisemblance d'ailleurs, comme pour la plupart des virus infectieux, des infections respiratoires, pardon, notamment celui de la grippe, le virus influenza, ce sont des maladies saisonnières. Donc nous sommes, je le répète, le 23 avril, vraisemblablement, puisque nous avons affaire à une maladie saisonnière, elle aura disparu d'elle-même au début mai. Ce ne sera pas la faute du confinement, ce sera à cause de la saisonnalité. Or, quand on compare le coronavirus, Covid-19, aux épidémies de grippe du passé, on voit que le pic de l'épidémie des grippes, c'était la grippe commence en septembre-octobre, à l'automne, et le pic de l'épidémie est atteint avant le 31 décembre, ce qui veut dire qu'ensuite, ça décline. Car une épidémie, ça monte et ensuite ça descend. Là, le pic de l'épidémie a été atteint le 31 mars. Bon. Donc beaucoup plus tard. Donc en fait, cette maladie fera beaucoup moins de morts que n'ont fait les grippes du passé proche. Sans parler évidemment de la grippe espagnole de 1919 qui a fait 240 000 morts en France. Mais pour le comprendre, il faut savoir, il faut analyser les choses sérieusement. Et il ne faut pas confondre mortalité totale et surmortalité. Quand on vous donne les statistiques pour vous affoler, parce qu'on cherche à vous affoler, on cherche à créer la panique, on vous donne le nombre de tous ceux qui sont morts et qui étaient atteints, qui ont été après contamination au coronavirus. Mais la plupart des gens qui meurent avaient déjà autre chose. L'âge moyen des morts du coronavirus, c'est 80 ans. Presque tous, j'ai lu 99%, ce qui me paraît un peu élevé, mais en tout cas presque tous, plus de 90% de ceux qui meurent, après avoir été contaminés par le coronavirus, avaient déjà une autre pathologie, une ou plusieurs pathologies. Bon. Prenons 2 exemples récents de personnalités. Patrick Devedjian est mort à 75 ans, on a dit du coronavirus. En fait, il était cardiaque, il est mort d'une crise cardiaque, il n'est pas mort d'une pneumonie. Henri Tin, qui est 75 ans aussi, journaliste des affaires religieuses au Monde, est mort, on a dit, du coronavirus. Et en fait, il souffrait d'insuffisance rénale, il était sous dialyse. Bon. Donc en réalité, il faut distinguer la mortalité totale de la surmortalité, c'est-à-dire l'augmentation de la mortalité au cours de la période. Au moins au cours du mois ou du trimestre, sinon au cours de l'année. Pour la grippe, on parle de la surmortalité, on la calcule d'ailleurs statistiquement ex post. Donc on sait, d'après ces calculs, que la grippe a provoqué en surmortalité 8000 morts dans la saison 2018-2019, 13 000 l'année précédente, la saison précédente, et 14 000 la saison précédente. Bon, là, on arrive en mortalité totale à 20 000 morts. Bon. Et en fait,
la mortalité, la surmortalité, c'est au maximum du quart, ou du dixième de ce total. Donc ça sera en fait très inférieur à la mortalité des grippes antérieures. Et donc, comme l'a dit très bien, comme l'a dit excellemment l'excellent Didier Raoult, la probabilité pour que le virus chinois, le Covid-19, provoque une surmortalité statistiquement appréciable à la fin de l'année est égale à 0. Sauf qu'on pourrait ajouter que la probabilité pour que la surmortalité due au confinement et à ses conséquences diverses soit appréciable, elle n'est pas égale à 0. Donc, il ne fallait pas confiner. Il ne fallait pas confiner, il ne fallait pas fermer les écoles, parce qu'on sait maintenant, on me dirait qu'on ne le savait pas au début, mais on sait maintenant que les enfants ne sont pas atteints. Quasiment pas. Ils ne meurent pas. Le taux de létalité du Covid-19 est de 0% en dessous de 14 ans. Il est de 1% au-dessus de 70 ans. Cher monsieur, il est un peu aggravé pour les porteurs de barbe, pour les barbus. Donc moi je rêve d'un Pierre le Grand qui ordonnerait aux Français de se raser la barbe quand il la porte. Et pourtant Adrien, l'empereur de Rome, avait la barbe aussi, et Marc Aurèle. Oui, oui, mais d'accord, mais il n'y avait pas de coronavirus à l'époque. Il n'y avait pas de coronavirus. Moi, je vous parle du point de vue hygiénique. Épidémiologique. Bon, en tout cas, soyons sérieux. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? En fait, Le Monde, parmi beaucoup de sottises, a fait un jour un article intelligent disant « mais on devrait en faire plus pour la grippe ». C'était au début, début mars 2020. On en fait trop pour le coronavirus, c'est pas assez pour la grippe. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Alors ce qu'il ne faut pas faire, c'est pas de confinement. Pas de confinement, et encore moins, si vous voulez, cette décision scandaleuse et absurde consistant à fermer les jardins publics, les bois, les parcs. C'est complètement débile. C'est complètement débile. Ça, c'est vraiment une volonté de brimer les gens pour des raisons qui n'ont pas de sens. Le préfet des Yvelines, j'habite à Versailles, donc dans le département des Yvelines, nous a privés de nos promenades dans les bois, avec nos chiens. C'est scandaleux. Alors que les distances sont parfaitement respectées. Moi, avant cette décision tyrannique et absurde et aberrante, je me suis promené presque tous les jours, et vraiment les gens ne se frottaient pas les uns contre les autres. Et dans un bois, il y a de la place, donc c'est complètement stupide. Donc pas de confinement, pas de fermeture des écoles, bon. Pas de fermeture des magasins, aucun magasin. Voilà ce qu'il ne fallait pas faire. Ce qu'il faut faire. Fermeture des frontières. Pas des frontières extérieures à l'espace Schengen, fermeture des frontières de la France. Première mesure. Deuxièmement, grande propagande, beaucoup plus que ce qu'on a fait. On a fait de la propagande, mais pas assez, sur les mesures de précaution. Les mesures de précaution, c'est se laver les mains. Alors on dit qu'il faut se laver les mains, mais c'est pas assez, on ne dit pas assez. On ne dit pas quand il faut se laver les mains, on dit lavez-vous les mains souvent. Non, ça ne veut rien dire. Il faut se laver les mains 10 fois par jour au minimum. Il faut le dire, ça. D'abord, il faut bien se laver les mains. C'est-à-dire se laver entre les doigts, au bout des doigts, c'est... Il faut se laver les mains avant de se coucher, il faut se laver les mains en se levant, il faut se laver les mains avant le repas et après le repas, parce que déjà, moi, normalement, ça fait au moins déjà 8 fois par jour. Il faut se laver les mains quand on va faire pipi, pardonnez-moi, ce qui fait au moins une fois par jour, je suppose. Il faut se laver les mains dès qu'on sort d'une réunion, quand on entre en réunion, comme vous l'avez fait avant cette réunion, et à la fin de la réunion. Donc il faut se laver les mains très souvent. Et d'autre part, on n'explique pas aux gens la différence entre le gel hydroalcoolique et le lavage de mains. Ça ne se remplace pas. Le gel hydroalcoolique ne remplace pas le savon. Il faut se laver les mains à l'eau chaude et au savon, parce que l'eau chaude à plus de 25 degrés tue le virus qui ne supporte pas la chaleur, le pauvre petit, qui est une des raisons de la saisonnalité. Il faut se laver les mains donc avec de l'eau chaude et du savon, mais une fois qu'on s'est lavé les mains, eh bien, on peut mettre un peu de gel après, parce que la différence c'est que le savon, on le rince, et il nettoie, il tue les microbes, mais il nettoie aussi. Le gel tue les microbes, mais ne nettoie pas. Et on ne le rince pas, on le garde. Alors, quelle est la durée de protection par le gel? Sur certains flacons, on dit 2 heures, sur d'autres, on ne dit rien. Les avis sont partagés. Alors, en tout cas, ça protège un peu.
Et donc avant de toucher votre ordinateur, avant de toucher le clavier de votre ordinateur, avant de toucher votre téléphone mobile, vous avez intérêt donc à vous mettre du gel hydroalcoolique dans les périodes d'épidémie de grippe ou de virus chinois. Voilà. Donc grande propagande. Et d'autre part, évidemment, la production des éléments nécessaires à la lutte contre l'épidémie. Il faudra appliquer la même chose en période d'épidémie de grippe. Hein. Nous n'avons pas eu de pénurie de savon, mais nous avons été en pénurie de gel hydroalcoolique. C'est quand même un scandale absolu. Bon. On devrait avoir dans sa poche une petite bouteille de gel hydroalcoolique quand on prend les transports en commun. Tac. Alors bien sûr, les mesures de précaution sans excès, ne plus s'embrasser, ne pas se serrer la main, pendant les périodes d'épidémie, ça c'est logique. Garder une distance suffisante, voilà, bon. Ça suffit largement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire de... Oui, alors si, interdiction des grands rassemblements. Hein, donc oui, pas 3000 spectateurs ou 30 000 spectateurs pour assister à une partie de balle au pied. Hein, donc interdiction de ce genre de rassemblement. Je vous signale que le 25 février ou 26 février, il y a eu à Lyon une partie de balle au pied où 3000 soutiens de l'équipe de Turin sont venus en France. Débiles. Nous sommes gouvernés par des débiles. L'épidémie était déjà largement avancée en Italie, donc on a laissé 3000 Italiens venus de Turin, c'est-à-dire la période contaminée, hein, la région contaminée, introduire les virus en France. C'est complètement débile. Complètement débile. Donc, en revanche, il ne faut pas interdire les cultes, c'est scandaleux. On a privé les Français de la messe de Pâques, avec la complicité des évêques, qui se sont montrés comme une fois de plus absolument lamentables. Ils auraient dû s'insurger. Alors qu'ils appliquent des mesures de précaution dans les églises. Bon, oui, c'est-à-dire qu'on peut dire, nous plafonnons le nombre des entrées pour que les gens ne soient pas les uns contre les autres, garder 1 mètre entre vous, donc deux fois moins de monde, on fait plus de messes, avec moins de monde. Et priver les gens, alors on dit aussi aux gens les plus fragiles, bon, si on est obèse, qu'on a 80 ans et qu'on a une maladie cardiaque, il vaut mieux effectivement rester chez soi. Hein? Et si on est svelte, qu'on a 20 ans et qu'on est bien portant, alors là on peut parfaitement, on ne risque rien. Quoi. Alors, il risque d'avoir je connais plein de jeunes qui ont une maladie qui était peut-être le coronavirus, en fait on n'en sait rien, qui était peut-être un autre virus et qui n'en sont pas morts. Ils ont été fatigués, ils ont eu des courbatures, etc. Bon, pas dramatique, hein. Chaque année on a des épidémies de grippe qui donnent des symptômes équivalents. Donc voilà, grande propagande pour les mesures de précaution. Interdiction des rassemblements ludiques. Probablement, oui, fermeture des cinémas, ou alors, encore pour les cinémas, on pourrait faire comme pour les églises, si j'ose faire cette comparaison audacieuse, c'est-à-dire limiter le nombre de places et distancier les gens à l'intérieur du cinéma. Mais donc appliquer quelques mesures raisonnables, ne pas fermer les restaurants, peut-être leur dire pendant la période d'épidémie, de diminuer le nombre de places, comme on le fait en Suède. En gros, si vous voulez, la France a fait le pire des choix. D'abord, le confinement est une mesure tyrannique qui porte atteinte à la liberté essentielle d'aller et de venir. C'est une mesure désastreuse sur le plan économique, et sur le plan psychologique, et c'est une mesure irresponsable. Donc. Bon. La France a imité l'Italie et l'Espagne, qui elles-mêmes ont imité la Chine. Parler d'un modèle, la Chine, pays marxiste, qui tyrannise ses habitants. Donc, le confinement a d'abord une dimension liberticide qui est absolument insupportable. Il n'est pas nécessaire. Le confinement, d'ailleurs, a vraisemblablement des effets sanitaires négatifs. Sanitaires négatifs. Au moins à terme. Pourquoi? D'abord parce qu'il y a des effets psychologiques. Les gens dépriment, les vieillards dans les maisons de retraite qu'on appelle les EHPAD, établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes, se laissent mourir. Les couples ou les familles qui sont enfermés dans un petit appartement finissent par se disloquer. Le mari il se met à boire, il n'a rien à faire, il boit. Et dans l'ivresse, il bat sa femme, il peut même la tuer. Il va y avoir une épidémie de suicide à cause du coronavirus et plutôt à cause du confinement. Bon. Et puis, donc les effets psychologiques ont des conséquences sanitaires désastreuses.
en dehors du fait qu'elles nous rendent malheureux. Deuxièmement, les autres effets sanitaires défavorables sont des effets dus à l'abandon de soins. J'ai une belle-sœur qui est médecin anatomopathologiste, donc qui analyse les tumeurs cancéreuses en permanence. Elle m'a dit, mais il y a 2 fois moins de cancers. Il y a 2 fois moins de cancers. C'est-à-dire il y a 2 fois moins de demandes d'analyse pour des cancers. Vous vous rendez compte des conséquences désastreuses à terme? Ça veut dire que les personnes qui sont cancéreuses vont être analysées 3 mois plus tard, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Plus un cancer est pris tôt, plus il y a des chances de guérison. Donc le confinement a condamné à mort peut-être des milliers de personnes à cause de cet abandon de soins. Les médecins ont 3 fois moins de consultations. Soit parce que les gens veulent rester chez eux, ils ont peur de se déplacer, ou ils se demandent s'ils ont le droit, soit parce que le médecin lui-même est un pétochard, un trouillard, et qu'il ne veut pas risquer d'être contaminé par ses patients. Donc les conséquences sanitaires en termes d'abandon de soins, qui ne sont pas immédiates dans la plupart du temps, mais peuvent être considérables. Troisième conséquence, indirecte, celle-là, sur le plan sanitaire, ce sont les conséquences de la crise économique. Conséquences de la crise économique. Lorsqu'il y a une augmentation des faillites, du chômage, de la pauvreté, qui résultera de la crise économique, et il y a une augmentation de la mortalité. Donc il est très probable que le bilan sanitaire de cette mesure qui a un objectif sanitaire sera catastrophique, sera mauvais. J'ajoute même, c'est un paradoxe que l'on connaît parce qu'on cite une déclaration du 9 mars 2020 d'Olivier Véran, ministre de la Santé, que le confinement lui-même n'est pas du tout, il n'est pas du tout certain que le confinement soit positif. Quand on est confiné tout seul, ça va, si je puis dire, sur le plan sanitaire. Mais si on est confiné à 3 ou 4 ou 5, le risque que l'un des membres de la maisonnée contamine tous les autres est augmenté, est multiplié. Vous voyez? Et donc, l'une des explications de la saisonnalité de la grippe, c'est donc le froid et la chaleur qui succèdent au froid. Et l'autre explication, c'est le confinement. Et c'est ça que disait Véran le 9 mars. Avant, évidemment, 8 jours après, de dire le contraire, parce que Macron avait décidé le confinement général de la population. Il avait dit, mais vous savez, le confinement, c'est l'explication. Il prétendait que ce n'était pas le froid, ce qui est idiot d'ailleurs, c'est aussi le froid. Mais c'était d'après lui le confinement qui provoquait la saisonnalité de la grippe. C'est parce qu'on est confiné, pourquoi? C'est ce que dit aussi une note du mois de mars 2020 de l'université Johns Hopkins, de Baltimore aux États-Unis, qui dit oui, le confinement provoque une concentration du virus. Donc on n'est même pas certain que ce soit une mesure qui elle-même, toute chose égale d'ailleurs, soit bonne sur le plan de la propagation du virus. Donc pas de confinement, et pas d'interdiction, pas de fermeture des commerces, fermeture des frontières, pas de fermeture des commerces. Et puis production massive de gel hydroalcoolique, évidemment. Et puis systématisation des tests, ou des analyses en français. Pour que toute personne qui a des symptômes susceptibles d'être ceux du coronavirus, du virus chinois, du Covid-19, soit testée, analysée. Et oui, alors qu'on mette en quarantaine, mais pas dans leur famille, dans des hôtels réquisitionnés, les gens qui sont contaminés. C'est ce qu'ont fait les pays qui ont une politique intelligente, avec des formules diverses, et qui ont réussi à éradiquer ou à contenir beaucoup mieux que nous le coronavirus. La Corée du Sud, le Japon, Taïwan, la Suède et les Pays-Bas. Même l'Allemagne, qui a fait moins de confinement que nous, a mieux réussi, parce qu'elle a fait plus d'analyses. Alors, sur un registre, un soupçon plus léger maintenant, si nous vous proposons de débattre avec Pierre-Yves Rougeron, Alain Soral ou Daniel Conversano, avec qui accepteriez-vous le débat et avec qui le refuseriez-vous? J'accepterai avec Pierre-Yves Rougeron, je refuserai avec Alain Soral et Daniel Conversano. Alors je peux vous dire pourquoi peut-être. Pierre-Yves Rougeron est une espèce de marxiste mal repenti, mais c'est un homme intelligent, dont je ne partage pas les idées, mais enfin je pense que je resterai courtois.
Je le considère, lui, plutôt comme un adversaire ou un candole que comme un ennemi déclaré. Oui, oui. Bon. Quant à Alain Soral, que je surnomme Ali Soral, ou Daniel Conversano, ce ne sont pas des gens fréquentables. Un homme digne et honorable, on ne discute pas avec les voyous. Vous voyez ? Si on a des laquais, on les envoie pour les battre. Hein. Alors, Daniel Conversano, écoutez, il met en relation des femmes de l'Est avec des Français dans des conditions qui ressemblent bigrement au proxénétisme. Hein. Donc, bon, d'autre part, c'est quelqu'un qui a fait des déclarations obscènes, absolument ignobles. J'ai vu des vidéos de lui. Hein. Alors, je ne veux même pas répéter les erreurs qu'il a dit. Ce n'est pas un gars fréquentable. C'est un gars que j'ai fréquenté ici même, parce que je n'avais pas repéré. D'ailleurs, même invité dans son émission Vive l'Europe. C'est un garçon fort sympathique, hein. Mais enfin, il n'est pas honorable, il n'est pas fréquentable. Voilà. Alors j'ajoute que sur le plan idéologique, alors c'est pas parce que, comme vous me demandez si on peut débattre avec lui, c'est pas parce qu'il a des idées politiques absurdes que je rejette, que je ne veux pas débattre avec lui, c'est parce que ce n'est pas un homme honorable. Alors Alain Soral, c'est encore pire. Hein. On peut dire que Conversano, c'est quasiment une vierge effarouchée à côté d'Alain Soral, Ali Soral. Alain Soral est un... qui vient d'ailleurs de me calomnier, de me diffamer de manière ignoble, passons, parce qu'il n'avait pas aimé les vérités que j'avais dites sur lui. En résumé, qui est Alain Soral ? Ali Soral, c'est un dhimmi marxiste érotomane, le gourou d'une secte islamophile, c'est un agent d'influence au service de l'islam, c'est un ennemi de la France, un traître à la patrie. Voilà bon. Alors, il s'est fait un succès à cause d'un talent de gourou, hein, et son angle d'attaque, c'est l'anti-juivisme, ou l'antisémitisme, si vous préférez, l'hostilité aux juifs, qui permet de se faire passer auprès d'une partie du public nationaliste comme un nationaliste. Ce qui n'est pas, il est marxiste. Enfin, il est sous-marxiste. En fait, il est islamophile, et donc le marxisme est une façon pour lui de dire que grâce à la lutte des classes, on va dépasser la lutte des races. Il faut bien comprendre à quel point ce type est un escroc intellectuel, en plus d'un être ignoble. Être ignoble, le gars, il est zoophile. Il a écrit dans un livre, il a raconté dans un livre ses expériences zoophiliques. Donc on peut fréquenter quelqu'un qui est zoophile et qui dit, en plus qu'il s'en vante. Il est... alors, je ne dirais pas qu'il est pédophile, je n'ai pas de preuves, hein, mais il a soutenu le pédophile Matzneff. J'ai fait tout un article d'ailleurs, que j'ai diffusé sur Facebook, pour expliquer ça. Je crois que je vais le mettre en ligne sur mon site lesquin.fr, pour démontrer comment il soutient le pédophile Matzneff. Hein. C'est ignoble, c'est insupportable. Insupportable. Alors il est exhibitionniste, enfin bon, ce type vraiment, on peut difficilement être plus méprisable que ce personnage. Quoi. Et le fait qu'il y ait des gens qui le suivent, alors que ce personnage est répugnant et repoussant, prouve la bassesse ou la bêtise de ceux qui le suivent. C'est un phénomène de secte. Les gens pardonnent tout à leur gourou. Vous voyez. Alors sur le plan politique maintenant, ce serait trop clair. Qu'est-ce que ça veut dire égalité et réconciliation ? C'est l'égalité entre les Français de sang et les immigrés. C'est insupportable, c'est la fin de la préférence nationale. Et c'est réconciliation avec les immigrés. Pourquoi est-ce qu'il faudrait se réconcilier avec les immigrés ? Il ne faut pas les réconcilier, il faut les réimmigrer. Donc en fait, il s'agit, la stratégie de subversion de Soral est claire comme l'eau de roche. Il s'agit d'utiliser la haine des Juifs, qu'éprouvent à tort, à mes yeux, beaucoup de nationalistes, bien qu'évidemment certains juifs comme Bernard-Henri Lévy donnent des verges pour les fouetter, hein, pour les amener à s'allier avec les musulmans. Vous voyez ? Alors il a des formules astucieuses, vous voyez par exemple, gauche du travail, droite des valeurs. Droite des valeurs, c'est le nationaliste. La gauche du travail, c'est l'immigré mahométan. Vous voyez ? C'est ça que ça veut dire, il faut décoder. Et le gars utilise tous les artifices pour faire accepter l'immigration nationaliste qui devrait être contre l'immigration. Et des gens, c'est de naïveté, moi je suis allé, bon. Alors ça s'applique mal
à son cas, puisqu'il est anti-juif, mais l'expression qui me vient à l'esprit, c'est l'expression que je crois avoir inventée, c'est gogoy. Gogoy, c'est un mot valise, comme disent les Anglais, contraction de gogo et de goy. Gogoy. C'est fou comme il y a de gogoy. Et donc les gogoys islamiques, en quelque sorte, ils acceptent les bobards de ce type. Bon, dans les analyses ne valent rien. Et toute son action politique, c'est ça. Ça vise à faire accepter l'immigration musulmane aux Français. Bon, un nationaliste intelligent ne peut pas soutenir Soral, ni même concevoir une action avec lui. C'est complètement absurde. Donc le type est ignoble personnellement, donc il est infréquentable, et il est politiquement antinational. Voilà. Donc il faut le démasquer, c'est ce que j'essaie de faire, et c'est ce que je crois avoir fait. Deux dernières questions. Vous citez souvent les royalistes avec une certaine dérision, pourquoi? Oh non, non, je plaide non coupable, pas avec dérision. D'accord. Avec sympathie. Ah. J'ai toujours eu de la sympathie pour les royalistes. Parce que si on est royaliste en France, c'est parce qu'on est attaché à la patrie et aux traditions. Donc vraiment, j'ai un point commun avec eux. Vraiment, je suis uni sur l'essentiel avec les royalistes. Bon. Donc les royalistes, pour moi, à part quelques excentriques moins sympathiques, je me rappelais Renouvin qui flirtait autrefois avec Mitterrand. Mais en gros, les royalistes sont en général des gens attachés aux traditions, des gens de droite. Et donc, je suis de tout cœur avec eux. D'ailleurs, je suis d'une famille royaliste, toujours été entouré de royalistes, etc. Donc non, je n'ai pas du tout de commisération pour les royalistes. Simplement, je pense que, je l'ai expliqué d'ailleurs dans cette vidéo Oublié Maurras sur ma chaîne YouTube, je pense que quand on vous demande quel est le meilleur régime politique, il faut faire la réponse qu'avait faite Sage Solon, qui avait dit « Dites-moi d'abord pour quel pays et à quelle époque ?» Aujourd'hui, quel est le problème politique de la France? Ce n'est pas qu'elle n'a pas droit. C'est qu'elle n'a pas de... En fait, ce n'est pas qu'elle a trop de démocratie, c'est qu'elle n'en a pas assez. La démocratie a disparu en France. Je soutiens que nous ne sommes plus d'ailleurs en République ni en démocratie, au moins depuis le 1er juillet 1972, avec la loi Pleven, qui traduisant le retournement idéologique de 1968, a fait du cosmopolitisme l'idéologie dominante, en interdisant notamment la préférence nationale, c'est un scandale. La République est fondée sur la nation, la souveraineté de la nation. La République au sens large, du bien commun. Le Respublica de Jean Bodin était républicain dans ce sens, bien qu'il fût pour la monarchie. Et donc aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est la démocratie. La politique d'exclusion de ce qu'on appelle l'extrême droite quand on est cosmopolite, dans laquelle on range tout ce qui n'est pas cosmopolite, fait que, grâce à l'appui massif des médias dominants qui sont cosmopolites, le débat n'a plus lieu qu'entre cosmopolites, le débat public. Donc la démocratie est complètement vidée de sa substance, et vidée de sa substance, et la solution, donc ce n'est pas la solution principale, en tout cas ça ne sera certainement pas la restauration royale, mais le référendum d'initiative populaire. J'ai fait d'ailleurs une proposition de loi que vous trouverez sur le site natlib.fr pour mettre dans la Constitution un vrai référendum d'initiative populaire au sens large qui permettrait d'abroger les lois votées par le Parlement, qui permettrait aussi d'instituer des lois qui n'ont pas été proposées ou adoptées par le Parlement. Pour finir, pouvez-vous nous conseiller un livre ou un film? Alors écoutez, si j'ai un seul livre à vous conseiller, je ne vous conseillerais pas La politique du vivant, qui est le livre que j'ai fait avec le Carrefour de l'horloge. Je vous conseillerais le livre le plus important politiquement à mes yeux, qui est celui de Edmund Burke, l'Irlandais Edmund Burke, B-U-R-K-E, qui s'appelle Réflexions sur la Révolution française, ou Réflexions sur la Révolution de France. Ne prenez pas la traduction d'origine qui est défectueuse, prenez la traduction de bonne qualité, qui est exacte, qui n'est pas spécialement élégante, mais qui est exacte, qui se trouve dans la collection Pluriel. Donc ça doit être les éditions Hachette, collection Pluriel. Edmund Burke, Réflexions sur
sur la Révolution de France. C'est génial. Et Burke étant un de mes maîtres à penser. Alors, un film, bah, écoutez, s'il y a un seul film à vous conseiller, bah, pour moi c'est évident, c'est les Visiteurs. Et en plus, vous amuserez. Les Visiteurs numéro 1, ensuite c'est moins bien. Le premier film des Visiteurs, c'est extraordinaire. Et c'est un contenu idéologique fort, malgré, disons, la tournure désopilantes du film. En réalité, c'est chargé d'idéologie au bon sens du terme, de morale publique. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Alors c'est un peu comme le film, comment ça s'appelle, La vie d'un long fleuve tranquille. C'est une démonstration de la supériorité de l'hérédité sur l'environnement, vous voyez. Une démonstration par l'image, en quelque sorte. Voilà, donc, réflexion sur la Révolution de France d'Edmond Burke, et les Visiteurs de, je ne sais plus quel auteur. Jean-Marie Poré. Jean-Marie Poré, c'est le réalisateur. Jean-Marie Poré, oui. Voilà. Voilà les deux conseils que je vous donnerai. Alors peut-être vous serez étonné que je vous conseille un film aussi léger que Les Visiteurs, mais je pense que derrière sa légèreté réelle, il y a un fond substantiel fort. Monsieur Delescar, nous vous remercions de nous avoir reçus et du temps que vous nous avez accordé. C'est avec plaisir, et j'adresse mes salutations amicales à tous les sympathisants du Cercle Richelieu, à qui je souhaite prospérité, grandeur, dynamisme et grand succès dans tous les domaines. Merci beaucoup. Merci à vous.